Bonjour à toutes et à tous. En préambule, avant de commencer, for the English speaking, you have interpretation available. So if you have to go on the map below on the back of your screen and to find for interpretation. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence et de participer à ce webinaire de présentation et de réponse à vos différentes questions concernant l'appel à projet nouveaux partenaires. Donc le PPI entre dans sa septième phase. Après 20 ans d'existence, là, on rentre dans notre septième phase qui va nous amener jusqu'en juin 2030. Et donc, on a, dans le cadre de cette nouvelle phase, on va avoir deux appels à projets qui concernent des nouveaux partenaires, donc c'est-à-dire complètement ouverts sur les 26 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale de la zone d'intervention du PPI. Donc, pour répondre aux différentes questions, on va vous faire d'abord une petite présentation assez rapide du règlement du concours avec les différents critères et d'éligibilité et de sélection. Et ensuite, on pourra répondre à vos différentes questions. La seule chose, c'est que on a reçu énormément de sollicitations pour la participation à ce webinaire, puisqu'il y avait plus de 900 inscrits pour ce webinaire. Je ne pense pas qu'on arrive à plus de 900, mais malgré tout, pour permettre le bon fonctionnement du webinaire, on va vous demander de respecter certaines règles, notamment gardez vos micros fermés parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions directement. En revanche, si vous avez des questions, nous vous invitons à les poser dans le chat. Et si vous voyez déjà des questions existantes qui concernent la même problématique, vous pouvez mettre un pouce ou liker. Et donc, ça nous permettra, nous, ensuite, pendant cette heure ensemble, de sélectionner les questions avec qui rassemble le plus d'intérêt et de pouvoir y répondre. Dans tous les cas, pas d'inquiétude. Ce webinaire sera ensuite mis en ligne sur notre page Internet. Et deux, s'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre pendant cette session de webinaire, qui finalement semble assez courte, au vu des nombreuses sollicitations, on pourra y répondre par la suite encore une fois, soit directement par email ou de façon préférentielle sur la page du site internet sur le site PPI. Voilà, et ben Marie, je te laisse débuter. Marche, merci Paul. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de notre nouvel appel à projet pour les nouveaux partenaires PPI. Donc déjà quelques petits éléments de contexte que vous avez sûrement vu dans le règlement de concours, mais pour rappel, donc le PPI, c'est un programme qui existe depuis quasiment une vingtaine d'années maintenant et qui a pour but de renforcer la contribution de la société civile des pays d'Afrique de l'Ouest et centrale pour la conservation de la biodiversité et l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Donc, pour atteindre cet objectif, le PPI a plusieurs leviers à disposition. Donc, d'abord, nous soutenons des projets de terrain, donc à travers en général un soutien financier à des projets concrets, donc vraiment menés à échelle locale pour la conservation de la biodiversité et le développement local. Et également, un des aspects importants du PPI, c'est également le renforcement des OSC locales sur leur plan organisationnel, technique et également leur mise en réseau à travers la valorisation de leur partage d'expériences entre acteurs et enfin le renforcement de leur capacité d'influence sur les politiques environnementales, donc à échelle des pays d'intervention ou plus largement à échelle internationale. Le PPI, c'est un programme donc, qui existe depuis 2006 et qui a été créé à l'origine par un de nos bailleurs historiques, donc le Fonds français pour l'environnement mondial, qui en a fait un véritable outil de la coopération française.
Et actuellement, le PPI est géré par le comité français de l'UICN, donc de l'Union internationale pour la conservation de la nature, dont le siège français est basé à Paris. Depuis quelques années, le PPI a un peu diversifié ses financements et est aujourd'hui financé au-delà du FEFM par d'autres bailleurs suisses tels que la Fondation Audemars Hottkins, la Fondation Hans Wilsdorf ou la Fondation Audemars Piguet pour les arbres. Alors, comme Paul l'a rappelé, le PPI fonctionne par phase. Donc là, on a mis en place 6 phases qui ont permis de soutenir 326 projets dans 28 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Et depuis cet été, donc en 2025, nous avons lancé une nouvelle phase pour 5 ans qui s'étendra jusqu'en 2030, donc qu'on appelle la 7e phase du PPI, PPI 7, qui permettra de soutenir 80 projets à travers 8 appels à projets, dont ce présent appel à projet fait partie. Et donc, il a été lancé il y a 15 jours maintenant et il a pour objectif de soutenir 13 nouveaux projets portés par des organisations de la société civile locale dans 23 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, nous avons 23 pays qui sont éligibles. Donc, toute la zone Afrique centrale et de l'Ouest est couverte, Angola comprise. Donc, pour préciser, comme vous pouvez le voir, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la République centrafricaine ne sont pas éligibles, principalement pour des raisons d'ordre géopolitique et sécuritaire, notamment inspirées de la carte du ministère des Affaires étrangères français. Donc, on pourrait revenir sur ce point si vous le souhaitez par la suite. Euh, donc, ensuite, en termes d'éligibilité, je pense que c'est un aspect qui vous intéresse particulièrement. Donc, pour rappel, la cible principale du PPI, et plus spécifiquement pour cet appel à projet, ce sont les organisations de la société civile émergente. Donc, ça inclut des associations, des comités locaux, des groupements et qui donc doivent être émergents. Ce qu'on entend par émergent, c'est vraiment des associations qui sont en phase de structuration, qui peuvent être jeunes ou alors plus anciennes, mais avoir encore des besoins en termes de professionnalisation, de renforcement de leur méthode, de leur gouvernance ou de leurs compétences techniques, par exemple. Ce sont des associations qui peuvent déjà avoir commencé à développer des projets ou à se positionner sur telle ou telle thématique et avoir vraiment besoin voilà, de financement structurant pour pouvoir se renforcer. Donc, au-delà du critère OSC émergente, on attend aussi que les organisations candidates soient actives localement sur le terrain avec une gouvernance indépendante, donc c'est-à-dire qui ne dépendent pas d'une gouvernance d'organisation internationale, par exemple. Ensuite, en troisième critère, le statut juridique de l'organisation doit être reconnu par l'administration du pays et doit permettre notamment de recevoir des subventions internationales. Donc, c'est quelque chose dont on vous invite à vérifier vraiment avant de postuler pour savoir si tout est en règle pour que vous puissiez recevoir des subventions. Un des critère aussi essentiel pour nous, c'est vraiment que même si l'organisation est émergente, elle doit quand même avoir une première expérience en gestion et mise en œuvre de projets. Donc, c'est quelque chose voilà, qui est important pour nous. Donc, même si c'est une première expérience, l'organisation doit justifier voilà, de compétences dans le domaine de la conservation de la biodiversité ou, euh, ou de développement local. Mais donc, pour justifier ces compétences dans la conservation, donc ça peut être par votre expérience de terrain, mais également par une expérience académique, par exemple, que vous avez pu avoir tout au long de votre parcours. Donc là, c'était pour vraiment voilà, spécifier les organisations éligibles.
mais c'est aussi important de voilà, vous dire aussi qui n'est pas éligible. Donc on focus vraiment sur des organisations à but non lucratif. Donc ça veut dire que les entreprises, par exemple, ne sont pas éligibles, de même que tout ce qui relève du public, les administrations publiques, les universités ou encore les fondations et fonds de dotation également ne sont pas éligibles pour cet appel à projet. En termes de thématique, donc vous l'avez compris, pour nous, c'est vraiment important de soutenir des projets de conservation de la biodiversité, mais pas n'importe laquelle. Elle doit être rare et menacée, donc c'est-à-dire concerner des espèces qui soient menacées, donc selon les critères, par exemple, de la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est un outil qui permet d'évaluer le niveau de menace de ces espèces. Elle peut aussi concerner des espèces rares ou endémiques qui vivent par exemple dans des zones précises ou dont les populations sont faibles, ou concerner les habitats essentiels, l'environnement qui est nécessaire à à la protection de telle ou telle espèce, par exemple des forêts, des zones humides, des savanes ou encore des récifs coralliens. Donc là, vous avez une liste de thématiques donc, qui n'est vraiment pas exhaustive, mais qui fait référence un peu aux thématiques que des projets que nous avons soutenus par le passé. Donc, on retrouve par exemple des projets de création, d'amélioration de la gestion d'aires protégées, des projets de conservation d'espèces menacées, donc dont le critère de menace est évalué selon la liste rouge de l'UICN, des projets de restauration des écosystèmes. Ça peut être par exemple des projets de reboisement avec des espèces indigènes locales, avec par exemple de restauration des mangroves. Ça peut être aussi des projets de valorisation durable des ressources naturelles, donc qui inclut une composante de développement d'activités génératrices de revenus ayant un impact bénéfique sur la biodiversité. Ou encore, on retrouve des projets de coexistence humains-animaux, donc dans l'idée de créer des cadres durables pour que les sociétés, les populations puissent vivre dans le même territoire que certaines espèces menacées, comme par exemple les éléphants, si je peux donner un exemple. Euh, donc, pour nous, c'est aussi important que cette conservation de la biodiversité, elle soit juste et inclusive. Donc, c'est-à-dire qu'elle implique les communautés locales et les peuples autochtones, qu'elle garantisse une gouvernance juste et transparente, et également le partage équitable des ressources s'il y a des activités socio-économiques qui sont développées, et que les projets veillent également à ce que les femmes et les jeunes, ainsi que les minorités ethniques, par exemple, soient pleinement associés au projet. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir une inclusion de l'ensemble des acteurs et personnes concernées dans les territoires d'intervention. Ensuite, en termes de éligibilité financière, donc qui est aussi une composante assez importante, la contribution du PPI, elle est donc pour cet appel à projet de 30 000 euros maximum sur 24 mois. Donc on est environ à 2 ans, 2 ans de durée de projet. Donc ça veut dire que la contribution du PPI, elle ne doit pas dépasser 75% du budget total du projet. Ça veut dire que la contribution de chaque organisation candidate, elle doit être de 25% minimum, donc 25% de cofinancement minimum, qui peut prendre deux formes. Donc d'abord, la contribution peut être monétaire, donc c'est une contribution, voilà, on va dire, plus classique, qui peut être, donc c'est soit l'ONG candidate qui apporte sa contribution, donc par exemple à l'aide de ses fonds propres, ou ça peut être dans le cas où le projet est présenté donc avec des cofinancements de d'autres bailleurs. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que le cofinancement proviendra de bailleurs partenaires du projet. Ensuite, nous avons également la possibilité pour les organisations, la possibilité de
de proposer des contributions en nature. Donc, ça peut être, par exemple, le don de matériel, de valoriser le bénévolat, de mettre à disposition des locaux ou mettre à disposition un véhicule, par exemple. Donc, tout ça, ça peut avoir une valeur monétaire. Donc, par contre, il faudra le justifier et préciser le mode de calcul. Donc, je vous ai mis en encadré en gris comment préciser le mode de calcul dans vos budgets. Donc, par exemple, si le bénévolat, enfin, si vous voulez valoriser le bénévolat, il faudra multiplier le nombre d'heures de bénévolat par le taux horaire, par exemple, et le reporter dans votre budget. Donc, tout ça, on ne va pas le demander à ce stade, mais c'est surtout pour vous, pour que vous puissiez anticiper et avoir en tête ces calculs pour avoir voilà, des budgets qui soient les plus cohérents possibles. Ensuite, autre point important, donc que vous retrouverez bien sûr, tout est explicité dans les formulaires de demande de projet, donc je vous invite vraiment à bien lire ces formulaires. Donc les critères de sélection euh, qui permettront de sélectionner l'ensemble des candidatures. Donc d'abord, on retrouve le critère de l'impact sur la conservation de la biodiversité rare et menacée, donc je ne reviens pas dessus, que je l'ai déjà expliqué. Un deuxième critère important, ça va être l'expérience, l'expertise et les motivations de l'organisation. Donc, l'expérience, on va vraiment voir quels sont les liens de l'organisation avec la zone concernée, quelle est son expérience en lien avec la thématique du projet, est-ce que elle a déjà mené des projets similaires ou est-ce qu'elle a déjà développé des compétences spécifiques qui sont en lien avec les thématiques que vous portez, par exemple. Et ensuite, un élément qui est aussi important pour nous, c'est d'évaluer la motivation. Donc, ça fait référence à la dernière question du formulaire. Donc, on va vraiment savoir, vouloir voir pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à promouvoir un modèle de conservation de la biodiversité qui soit juste, équitable et pourquoi c'est important pour vous et, euh, et voilà. Euh, Ensuite, la faisabilité et gestion des risques, c'est un élément qu'on va vraiment évaluer. Voilà, l'idée, c'est de voir quels sont les risques potentiels que pourront engendrer les activités de votre projet et de voir quelles solutions vous allez mettre en place pour les minimiser. Alors, à ce stade de la présélection, on va surtout vous demander si votre projet se situe dans une zone à risque. Donc, est-ce que voilà, vous êtes dans un contexte de conflit armé, de tension politique? Et si oui, est-ce que vous avez mis en place ou est-ce que vous allez mettre en place des mesures pour assurer la sécurité du personnel et des bénéficiaires? Puisque pour nous, c'est vraiment important d'avoir ces éléments en tête avant d'octroyer un financement, même si les projets en zone de conflit sont éligibles, ce ne sera pas rédhibitoire, mais on a besoin en fait d'être rassuré sur cet aspect. Ensuite, un quatrième critère important, donc je l'ai déjà évoqué, la dimension inclusive, vraiment pour voir si le projet il respecte les droits des populations ou des personnes qui sont concernées par le projet, les droits fonciers, les droits coutumiers. Est-ce que vous incluez la valorisation des savoirs locaux, par exemple? Est-ce que voilà, toutes les personnes concernées sont vraiment consultées et incluses dans les projets? Et également l'aspect développement socio-économique. Pour nous, ça va être important de voir si le projet aussi il a un aspect voilà, de contribution au bien-être des populations sur la durée à travers le développement d'activités génératrices de revenus. Ensuite, la cohérence territoriale. Donc, on va vraiment voir en quoi le projet est complémentaire de politique, de stratégie locale, nationale ou régionale, quels sont les acteurs, ça peut être des ONG, des partenaires techniques et financiers, des collectivités locales, des acteurs étatiques qui sont présents sur la zone et quels sont vos liens avec eux, est-ce qu'ils travaillent sur la même thématique et si oui, quelle modalité de collaboration vous envisagez avec eux pour que le projet soit le plus pertinent possible à l'échelle territoriale et pour éviter aussi les redondances de projets.
Ensuite, on a le critère de la gouvernance et du cadre organisationnel. C'est vraiment l'idée de voir la manière dont votre projet est géré, structuré et coordonné afin de voilà, garantir une prise de décision qui soit efficace et transparente. Ensuite, la pérennité des actions. Donc ça, voilà, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, mais c'est vraiment l'idée de comment, au-delà du financement PPI, quelle est la capacité de votre organisation à prolonger les actions et les effets bénéfiques sur les populations et, et aussi surtout l'impact sur la conservation de la biodiversité. Comment est-ce que vous l'envisagez sur la durée au-delà du financement PPI? Et enfin, un dernier critère, donc on va évaluer le cadre de suivi-évaluation, donc vraiment la cohérence entre les, euh, les objectifs, les activités et aussi les moyens de vérification de ces activités, ces objectifs. Donc, c'est vraiment votre capacité à mettre en place un cadre définissant des modalités de collecte et d'analyse des données par des indicateurs clairement définis. Donc, ce dernier point, euh, les OSC qui seront présélectionnés pourront bénéficier d'un accompagnement spécifique pour justement avoir des cadres de évaluation qui soient le plus solide possible. Alors, en termes de chronologie, qui regroupe un peu les éléments de calendrier de cet appel à projet. Donc là, l'appel à projet est ouvert jusqu'au 18 décembre à 18 heures, heure française, donc date à laquelle nous allons clore les candidatures et entamer une phase de présélection de l'ensemble des projets qui auront été déposés. Donc, pour information, actuellement, on a plus de 400 dépôts sur la plateforme et plus de 65 projets qui ont été déposés, finalisés. Donc, voilà, pour vous dire que la pression de sélection sera sûrement importante. Lors du dernier appel à projet, nous en avons reçu plus de 1000, donc pour une sélection de 20 projets. Donc, cette fois-ci, voilà, on ne sait pas si ça va être plus de 1000 ou pas, mais pour vous informer sur cette pression de sélection qui sera sûrement assez forte. Donc, donc toute cette phase jusqu'à fin février, nous allons présélectionner les candidatures pour en retenir 20 qui seront ensuite, enfin, dont les organisations présélectionnées pourront ensuite bénéficier d'un accompagnement personnalisé par l'équipe PPI sur tous les aspects de gestion de projet pour voilà, avoir des dossiers qui soient les plus complets et les plus cohérents possibles. Donc, on attend une réception des dossiers complets le 15 mai 2026. Euh, donc c'est une vingtaine de dossiers complets qui seront attendus et qui passeront ensuite en comité de sélection, donc en juin, et où à cette date, nous pourrons sélectionner les 13 projets lauréats. Donc ce seront vraiment les 13 projets qui correspondent le mieux aux critères de sélection du PPI. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des bons projets, mais c'est vraiment voilà, on va vraiment sélectionner sur nos propres critères. Et ensuite, une fois ces 13 projets sélectionnés, on entamera une phase de conventionnement des projets qui peut être un peu longue. Donc, on envisage de juillet à octobre. Donc, c'est toute cette phase où on va voilà, revoir ensemble, voilà, préciser certaines activités, certains objectifs, et on va surtout vérifier l'ensemble des pièces justificatives qui sont, voilà, et voir quelle est la conformité par rapport à nos procédures internes. Donc, cette période peut prendre du temps, et tout ça pour vous dire que donc entre le lancement de l'appel à projet et le conventionnement, donc on est environ à une période de 10 mois, donc il faut vraiment avoir aussi ça en tête lorsque vous candidatez. Si vous avez des urgences, par exemple, des projets qui devraient être menés de manière voilà, assez urgente, bah, en fait, peut-être que cet appel à projet n'est pas le plus adapté à votre projet. Donc, c'est vraiment pour que vous ayez cela en tête avant de candidater. Euh, Dernier point, très important, avant de candidater,
On a lancé l'appel à projet sur l'ensemble de nos réseaux et on a déjà reçu quelques messages de personnes qui n'arrivaient pas à trouver le formulaire. Pour rappel, le formulaire se trouve sur la page web disponible en français et en anglais du PPI. J'ai remis le lien ici que vous pouvez retrouver. Et ensuite, quand vous êtes sur la page web, vous avez également un lien pour accéder au règlement de concours, donc vraiment qui regroupe tout ce que je viens de vous expliquer et qui vraiment détermine toutes les règles, tous les critères d'éligibilité de l'organisation et des thématiques. Donc, je vous invite vraiment à lire ce règlement de concours avant de postuler afin de voir si votre organisation est éligible. En troisième étape, vous pourrez ouvrir ensuite un compte Win. Vous cliquez sur la page de l'appel à projet sur le site internet, vous cliquez sur l'onglet vers déposer un projet qui vous emmènera vers la page pour s'inscrire sur la plateforme Win. Et une fois que vous avez créé ce compte Win, vous pourrez ensuite accéder au formulaire et remplir les deux étapes. Donc la première étape, ce qui est des informations, qui va regrouper toutes les informations en lien avec la structure. Et ensuite, l'étape 2, ce sera toutes les informations en lien avec votre projet. Je vous invite vraiment à respecter toutes ces étapes avant de pouvoir postuler. Aussi pour précision, on a reçu pas mal de demandes d'organisations qui avaient des problèmes pour se connecter et pour s'inscrire avec à la plateforme Win. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail qui est mentionnée, PPI éthique, et on vous mettra en lien avec les services support de la plateforme Win pour vous appuyer dans la création de votre compte et dans votre accès au formulaire. Voilà, j'en ai fini avec la présentation globale des critères de sélection de cet appel à projet. Donc maintenant, place aux questions. N'hésitez pas à nous écrire des questions sur le chat. Et comme le disait Paul en début de session, si on va sûrement pas avoir le temps de répondre à toutes vos questions. Les questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre, ne vous inquiétez pas, le webinaire est enregistré et on va faire aussi une foire aux questions sur notre site internet qui vous permettra de retrouver l'ensemble des questions qui ont été posées aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et maintenant, on va prendre les différentes questions. Oui, effectivement. Alors, j'ai déjà relevé quelques questions. J'ai essayé d'y répondre le plus possible directement, mais je peux répondre à des questions qui reviennent assez régulièrement sur l'éligibilité des structures. Effectivement, on vous rappelle que seules les organisations de la société civile enregistrées légalement dans un des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale de la zone d'intervention du PPI sont éligibles. Donc, ce qui veut dire que puisque la question est revenue régulièrement, les universités ne sont pas, ou les universitaires ne sont pas éligibles, sauf si, bien sûr, c'est dans le cadre d'une organisation de la société civile, les projets personnels non plus, ni les projets de structures publiques. Ensuite, il y avait des questions, effectivement, Marie y a en partie répondu sur des problèmes parfois liés à la plateforme, alors qui peuvent être liés soit à des bugs ponctuels de la plateforme, et on en est désolé, effectivement, c'est un prestataire informatique qui gère ça, et ils sont assez réactifs, le support est assez réactif pour y répondre. Donc, soit vous passez directement, il y a le support qu'on appelle Win qui y répond et qui est assez réactif. Et si vraiment vous êtes en difficulté, effectivement, vous pouvez nous contacter sur l'adresse ppi@ethic.com. Il y avait aussi des questions sur, Marie, tu l'as reprécisé à la fin, mais du coup, je redis quand même, quand est-ce que les projets sont censés débuter et pour quelle durée?
Donc la durée de 24 mois, elle est indiquée à titre, enfin c'est la durée maximale des projets. Donc ce qui veut dire que effectivement des projets dont la durée serait moindre sont totalement éligibles. C'est juste justement le fait qu'ils dépassent ces 2 ans qui imposerait une inéligibilité du projet euh, sur cette durée. Et la date de démarrage des projets, effectivement, selon notre processus de présélection qui, comme l'a dit Marie, et je voudrais réinsister sur cet aspect, euh, lors du précédent appel à projet, on avait reçu 1200 candidatures. Là, on est parti encore une fois sur un volume de candidatures et de propositions vraiment très importante. Et on s'attend à dépasser les 1500 candidatures pour, au final, une présélection de projets aux alentours de 18 ou 20 projets, ce qui fait une sélection finale de 13 projets qui seront retenus. Donc c'est pour souligner la forte pression de sélection qui va s'exercer sur ces projets. Et donc à l'issue de cette phase de présélection, il y a une phase de sélection et donc tout ça fait que les projets pourront débuter au mieux durant l'été 2026. Les premiers financements ne pourront pas arriver avant. Je vois des mains qui sont levées. Encore une fois, on aimerait vraiment vous laisser la parole, mais quand je vois qu'il y a quasiment 200 personnes qui sont là, malheureusement, on ne peut pas laisser la parole. Donc, j'invite les personnes qui lèvent la main à plutôt poser les questions dans le chat et Marie, Nicolas et moi pourrons y répondre. Et en discutant, je me rends compte qu'on a loupé une partie essentielle quand même au démarrage de ce webinaire, c'est-à-dire que je ne me suis pas présenté, je suis parti directement dessus et je m'en excuse. Donc, je suis Paul Estève, je travaille au comité français de l'UICN et je coordonne le PPI. Marie, je te laisse te présenter si tu veux, pendant que Oui. je reprends les dernières questions Oui, aussi. alors oui, bon, merci. Alors que moi je suis chargée de mission auprès du PPI depuis 2 ans et demi. Donc moi, je suis vraiment chargée des aspects de sélection, suivi, évaluation des projets et de gestion également et de l'appui à la coordination globale du programme, ainsi que des actions de communication. Voilà, globalement. Euh, je- Peut-être que pendant que Paul parlait, j'ai identifié aussi quelques questions. J'ai vu une question sur combien de projets par organisation peuvent être soumis. Donc, c'est vraiment bien un projet par organisation et pas plusieurs. Il y avait une question aussi de est-ce que c'est que les nouveaux partenaires qui sont éligibles? Oui, ce sont des organisations qui n'ont jamais bénéficié du PPI qui sont éligibles à cet appel à projet. On aura d'autres appels à projet spécifiques pour les organisations qui sont déjà partenaires du PPI, donc qui sont déjà partenaires historiques. Il y a eu aussi beaucoup de question sur est-ce que cette présentation sera partagée? Oui, bien sûr. Déjà, elle est enregistrée et donc elle sera vraiment, bien sûr, disponible sur le site. Donc, vous aurez tous les éléments. Vous pourrez retrouver tous ces éléments directement sur notre site internet. J'ai vu également une question sur le budget, si un canevas de budget est disponible. Donc, c'est vrai que dans le formulaire, on n'a pas de canevas. En fait, on offre la possibilité aux organisations de charger elles-mêmes leur propre modèle de budget. Après, si c'est quelque chose dont on voit qui est vraiment nécessaire à ce stade, on peut potentiellement mettre à disposition sur notre site internet un modèle simple de budget pour que certaines organisations puissent s'y référer. Mais en termes de budget, les organisations présélectionnées auront bien sûr un accompagnement pour justement développer ces questions dans une deuxième partie de présélection. Est-ce que Paul, Oui, je tu as vois d'autres d'autres questions? questions. La première, c'est est-ce que le soutien, alors là, c'est d'une association française, mais ça peut être d'autres organisations internationales qui est engagée
sur le territoire qui soutient une organisation locale. Est-ce que cette organisation locale peut répondre et doit l'indiquer dès le dépôt? Effectivement, selon moi, selon la présentation qui est faite dans ce message-là, ça s'inscrit totalement dans le volet cofinancement du projet et soutien. Donc, ça peut être indiqué à ce stade en termes de valorisation dans les cofinancements. Et sur la partie sur l'organisation, pour moi, c'est pas très clair puisqu'il est indiqué que les personnes étaient l'association a été créée, mais que les personnes n'étaient pas officiellement organisées en association. Ce qui est important pour nous, c'est quand même que vraiment l'organisation soit juridiquement et légalement créée ouais, qu'elle ait une existence juridique et qui permette aussi en fait, c'est aussi qui lui permettent de recevoir des financements internationaux. Donc ça, c'est quand même très important. Euh, Ensuite, est-ce que les consortiums sont encouragés dans le cadre de cet appel? Euh, ça peut, on est tout à fait ouvert. C'est ni un critère discriminant, ni forcément valorisant. Si c'est bien justifié, on étudie avec grand plaisir ça aussi. Parfois, il y a des complémentarités très fortes entre les organisations. On peut l'encourager, mais il faut que ce soit bien démontré la plus-value de chaque organisation. Ensuite, on me demande, parce que je l'ai vu à deux reprises, de savoir s'il est possible d'intervenir dans une zone dans laquelle l'ONG a déjà réalisé un projet dans le passé. Oui, tout à fait, mais il faut démontrer quelle est la plus-value entre le nouveau projet qui est présenté et les expériences passées et en quoi ça va apporter un plus, naturellement. Voilà, Marie, je te laisse, je ne sais pas si tu en as identifié encore Oui, entre-temps, le temps que tu en identifies d'autres. Il y en a il y en beaucoup. a pas mal. Oui, alors j'ai vu une question sur est-ce que les projets peuvent aboutir à des articles scientifiques? Alors, on a pas mal de projets PPI qui incluent des dimensions de recherche pour améliorer les connaissances, notamment sur la biodiversité. Donc ça, enfin, c'est éventuellement possible et ça peut faire partie euh, d'une activité à part entière. Donc oui, enfin, c'est potentiellement possible. On avait aussi une question sur est-ce que les organisations peuvent soumettre des projets en consortium. Alors, c'est déjà arrivé si les organisations sont toutes les deux enregistrées dans le pays et si c'est des organisations locales. euh, Ça peut être possible, mais en général, c'est pas ce qu'on encourage le plus. Mais enfin, c'est déjà arrivé pour des cas, voilà, des cas spécifiques en fonction des contextes et des enjeux identifiés. Euh, voilà. Alors, je suis encore en train de lire les questions. Je ne sais pas si Ouais. c'est Paul. Alors, deux questions. Alors, il y a une question pour demander si l'Ouganda est éligible dans cet appel à projet. Non, la limite à l'Est concerne les pays du Rwanda et du Burundi. Malheureusement, l'Ouganda n'est pas éligible dans cet appel à projet. Ensuite, on avait aussi une question sur le fait que, effectivement, vous l'avez bien compris, l'angle principal, ça réside dans la conservation de la biodiversité menacée, mais on nous demande si la zone dans laquelle intervient l'organisation n'est pas une zone protégée légalement. Est-ce que ça pose un problème? Pas du tout, pas du tout. Nous, encore une fois, on cherche tous les projets qui portent sur la conservation de la biodiversité menacée. Et donc, ça peut être dans des zones protégées, mais aussi dans des zones périphériques de ces zones protégées ou conservées. Donc, c'est pas du tout, ça reste un projet tout à fait éligible tant qu'il l'objet principal réside dans la conservation de la biodiversité menacée. Et j'ai vu une petite question, enfin, j'en ai déjà parlé, mais sur les contributions en nature, elles peuvent tout à fait correspondre à 25% des cofinancements demandés. La seule chose, c'est qu'il faudra que ce soit justifié et que le mode de calcul soit justifié, mais ça peut tout à fait, c'est tout à fait éligible et ça, c'est vraiment encouragé. Voilà.
il y avait une question sur les étapes aussi. Alors peut-être que c'était pas suffisamment clair en disant est-ce qu'on soumet le projet suivant les différentes étapes ou il faut écrire tout le projet d'abord. Vous le retrouverez dans la présentation complète que Marie a fait précédemment. Mais non, là, on demande juste la concept note. Donc c'est vraiment, c'est avant quand c'était en format Word, c'est deux, trois pages. Là, c'est sur un formulaire informatique. Mais c'est relativement court et c'est vrai qu'on demande assez peu de précision de détails à ce stade. Encore une fois, pour éviter de trop vous solliciter vu la pression de sélection. C'est plutôt dans un second temps, quand une fois que les projets seront présélectionnés, où là, on vous demandera, toutes les organisations qui seront présélectionnées, de rédiger un dossier complet où là, pour le coup, on rentrera dans tous les détails où j'ai vu tout à l'heure justement la partie sur les risques opérationnels, sur le budget, le cadre logique, enfin toutes les choses un peu classiques et un peu plus détaillées et précises. Euh, Ensuite, je rappelle aussi que la contribution en nature est effectivement considérée comme les 25%, peut être considérée dans les 25% de cofinancement des projets. Et est-ce qu'on accepte la rétroactivité pardon, du financement ou le financement ne prendra compte qu'une fois que les dépenses menées après l'obtention? Euh, on peut accepter des financements dès le moment où quand même on accorde la subvention au projet. C'est-à-dire, il peut y avoir des activités qui démarrent, si on vous donne la réponse fin mai, si vous menez des activités dès début juin, on pourra considérer la rétroactivité à ce moment-là, le temps qu'on rédige la convention de financement et que vous receviez les fonds. Mais par contre, on ne peut pas s'engager naturellement sur des financements qui ont été antérieurs à l'approbation du projet. J'ai vu une petite question, quelqu'un demandait si une organisation créée en 2025, elle pouvait, enfin, qui venait d'être créée, pouvait être éligible. Euh, oui, après, l'idée c'est, parce que dans ce que vous disiez, je sais plus qui a posé la question, mais que l'organisation avait déjà mené des activités euh, au préalable, donc ça va dépendre un peu de quel type d'activité, de comment tout ça, ça a été mené. Donc potentiellement, je dirais que voilà, à ce stade, ça peut être éligible. Après, à voir voilà, dans le détail quel sera le type d'activité et de financement que vous avez déjà reçu. Mais dans les faits, vous pouvez quand même postuler et on verra dans un deuxième temps en fonction des critères PPI. Une précision, c'est vrai qu'on demande des budgets en euros, donc je vous invite vraiment à vérifier les taux de change par rapport à votre monnaie locale. Donc ça, c'est vraiment à chaque organisation de le faire. De son côté, vraiment vérifier le taux de change pour pouvoir le convertir en dollars. Vous pouvez facilement regarder ça sur Internet. Pardon Marie, je viens de partager le lien d'un site de convertisseur qu'on utilise régulièrement au comité français de l'UICN pour donner des éléments pour les organisations qui en recherchent. Oui, voilà, merci. Donc, n'hésitez pas à consulter ce lien et si besoin, on pourra tout à fait également le rendre disponible sur notre site internet. Ensuite, j'ai vu une question sur les OSC émergentes. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment nos critères, c'est vraiment sur donc le fait que les organisations peuvent être voilà, jeunes, avoir quelques années d'existence, mais c'est pas forcément un critère de robustesse ou ça veut pas forcément dire si par exemple une organisation est plus ancienne, ça veut pas forcément dire qu'elle est voilà, qu'elle est vraiment structurée. Donc vraiment ça ne veut pas forcément dire quelque chose, mais donc ça doit être une organisation qui, voilà, en termes euh, de salariés ou de budget annuel, donc c'est vrai que si ça dépasse plusieurs millions, là, ce ne sera pas éligible, mais ça doit vraiment, enfin, on doit voir vraiment dans les budgets ou dans le nombre de salariés, on doit vraiment voir
aussi la progression par rapport aux années antérieures. Merci. Il y a une question qui est très importante et je pense sur laquelle on n'est pas trop passé dans la présentation du PPI puisqu'on est rentré directement sur le règlement de ce concours, mais c'est le volet sur le développement organisationnel et le renforcement de capacité puisque je vois cette question. Effectivement, la composante développement organisationnel est très importante à l'échelle du PPI et on a au sein de l'équipe 4 personnes qui travaillent directement sur ces aspects-là auprès de nos partenaires. Donc, il est aussi tout à fait. Donc, il y a nos collègues qui y travaillent. Il y a aussi des enveloppes, différentes enveloppes. Une fois que les projets ont été sélectionnés, les organisations sont partenaires du PPI pour mettre en œuvre des activités de développement organisationnel. Mais il est tout à fait possible aussi d'en mettre certaines dans le projet, même si pour nous, ce projet, la majeure partie du budget doit être directement dédiée, encore une fois, aux activités de conservation de la biodiversité menacée. Euh, Ensuite, il y avait une question sur la République démocratique du Congo. Oui, je vous confirme que la République démocratique du Congo est bien éligible à cet appel à proposition. Euh, Euh, Il y a une question, est-ce que les projets d'apiculture, agroforesterie sont éligibles? Oui, oui, bien sûr. Enfin, après, à voir dans quelle mesure voilà, ils contribuent à la conservation de la biodiversité. Est-ce que la biodiversité est vraiment menacée dans cet espace? Mais bien sûr, justement, on valorise ce genre de projets qui peuvent combiner à la fois conservation de la biodiversité et développement local. il y a une question qui revient souvent sur le canevas du projet, effectivement, ou le modèle de dépôt du projet, de proposition. Effectivement, c'est directement sur la plateforme Win. Et nous, on n'acceptera pas de propositions qui nous sont directement envoyées en format Word à l'adresse PPI éthique. En revanche, pour des organisations qui ont vraiment des difficultés à le remplir directement en ligne, on peut, sur demande, envoyer directement par mail ce format, ce modèle de proposition. Mais encore une fois, il ne faudra pas nous le renvoyer complété puisqu'on ne pourra pas traiter, on ne pourra traiter que les projets qui ont été directement renseignés sur la plateforme. C'est pour ça qu'on ne le met pas à disposition sur le site parce que sinon ça pourrait induire en erreur, mais on comprend cette demande qui revient assez régulièrement. Donc, effectivement, on pourra vous l'envoyer sur besoin. Au besoin, pardon. Et peut-on avoir la liste des biodiversités protégées de l'UICN? Alors, je vais vous mettre le lien juste après, là, pendant qu'on parle, mais je vous invite à aller sur le site qui s'appelle Redlist, donc R-E-D-L-I-S-T, donc pour avoir accès à la liste rouge des espèces menacées de l'UICN qui pourra vous donner effectivement des informations sur le statut de menace des espèces. Je vous mets le lien tout de suite. Il y a une question sur la contribution du PPI. Enfin, quand je disais les 30 000 euros, c'est vraiment la contribution du PPI. Elle est de maximum 30 000 euros. Et elle correspond à 75% du budget total du projet. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez le calcul pour voir si vous devez mettre 25% de contribution minimum. Dans ce cas, enfin, faut voir en fonction du montant global du projet, mais dans tous les cas, nous, on ne peut pas mettre plus de 30 000 euros par projet. Et il y a aussi une autre question sur savoir si un centre d'études avec un statut d'une organisation sans but lucratif qui travaille dans la conservation et les études au niveau local est éligible, même si elle est gérée par des scientifiques. Bah, si elle a le statut d'organisation sans but lucratif à échelle locale et qu'elle est reconnue telle qu'elle et que au-delà d'études scientifiques et de projets d'amélioration de la connaissance, elle propose aussi des actions concrètes qui ont un impact sur le terrain. Dans ce cas, l'organisation est tout à fait éligible. Hmm.
Voilà, on Il nous regarde reste un quelques petit peu. minutes avant de clôturer. J'essaie de reprendre toutes les questions parce que ça arrive très vite. Sur la durée, on y a déjà répondu, mais je peux y répondre maintenant. Effectivement, la durée n'est pas absolument de 2 ans. On met la durée maximale de 24 mois, mais elle peut être de moins. En général, en règle générale, on est plutôt sur des projets qui sont entre 12 et 24 mois, pas moins de 12 mois. Euh, il y a une question sur quel document et, et peut permettre de justifier la capacité de recevoir des subventions internationales. Donc ça a plutôt à voir avec votre statut juridique, le statut juridique de chaque organisation. Donc ça, c'est vraiment à voir chacune à votre niveau, voir selon le contexte de vos pays, si votre organisation est éligible. Mais je vous invite à vous rapprocher, voilà, de vos structures administratives, respectives. Et je revois un message, est-ce que les universités sont éligibles? Donc oui, on l'a déjà mentionné, mais non, les universités ne sont pas éligibles car elles ne sont pas considérées comme des organisations de la société civile locale. Et je vois aussi encore beaucoup de questions sur le fait de ne pas réussir à se connecter sur Win, mais ça, bah, si vous n'arrivez pas, vous pouvez nous écrire à l'adresse PPI éthique et on vous mettra en lien avec les services support de la plateforme. Euh, Plusieurs questions en disant est-ce que les salaires, j'imagine, le financement de salaire des personnes impliquées sur le projet sont acceptés? Oui, tout à fait. Le PPI finance les salaires des personnes impliquées sur le projet. C'était une question sur est-ce que le nombre de personnes impactées par le projet est un critère de sélection? Naturellement, encore une fois, quand on se replace à l'échelle de la pression de sélection de cet appel à projet, bah, on va rechercher des projets qui ont le maximum d'impact. Donc, ça peut jouer forcément dans la partie de sélection par rapport à d'autres propositions. Ce ne sera pas l'unique critère de sélection, bien entendu, mais effectivement, ça peut naturellement être un plus. Euh, Et est-ce que le financement prend en compte les thématiques liées à la criminalité environnementale? Oui, tout à fait, je confirme. Et il y a une question aussi qui dit, est-ce une ONG jeune mais qui dispose d'une équipe technique expérimentée et capable de mettre en œuvre des actions de conservation reste éligible au PPI même si l'organisation n'a pas encore d'expérience terrain directe? Alors, normalement, nous, en fait, on finance vraiment des associations qui sont déjà actives sur le terrain ou du moins qui connaissent vraiment le contexte local dans lequel elles interviennent où elles ont vraiment des liens avec les acteurs locaux directement. Donc, sur ce point, à voir selon la nature de votre projet, mais j'aurais tendance à dire que non, si l'organisation n'a pas d'expérience directe et n'est pas du terrain concret, enfin du terrain dans lequel il intervient, l'organisation ne sera pas éligible. Il y a une question sur est-ce que le PPI finance l'appui logistique? Alors, oui, oui, si on peut financer des parties logistiques au sein des projets, c'est assez naturel dans la mise en œuvre des projets, donc il peut y avoir de financement d'activités logistiques sans problème. Et est-ce que la subvention demandée doit être uniquement égale à 30 000 euros en dehors du cofinancement? Oui, la contribution du PPI est de 30 000 euros maximum et elle ne peut pas dépasser, mais le budget global du projet peut bien entendu être supérieur en incluant les cofinancements et il est supérieur en incluant les cofinancements. Cela dit, il peut être aussi inférieur à 30 000 euros sans problème. Euh, et j'ai vu un projet aussi sur la domestication. Est-ce qu'un projet lié à la domestication des espèces végétales est éligible? Euh, il faut, là, sur ce type de projet, ça demande un niveau de détail et de précision quand même très important, encore une fois. Il faut que ça concerne
une espèce végétale menacée, et il faut bien expliciter en quoi cette domestication va contribuer à la conservation de cette espèce. Il peut y avoir une valorisation économique, ça peut, si ça justifie la conservation de cette espèce, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il faudra vraiment bien expliciter ce volet-là. Je vois qu'il reste 2 minutes. Donc, encore une fois, je rappelle, on va prendre le maximum des questions. On espère y avoir répondu. Ensuite, on fera une petite foire aux questions sur notre site internet. On mettra à disposition ce webinaire et ainsi que la présentation faite par Marie juste avant. Mais oui, on essaiera de répondre à tout. Un projet de lutte biologique peut être éligible, effectivement, toujours pareil, sous l'angle espèce menacée et en quoi ça contribue à la conservation d'une espèce. La lutte biologique euh, peut être éligible sous réserve du fait que ce soit bien justifié, bien encadré aussi, et aussi en accord avec la législation du pays. La foresterie communautaire peut tout à fait être éligible également. J'ai vu une question sur la dimension d'inclusion du Oui, genre très bien. des femmes, alors, et qui demandait est-ce qu'on doit mener une étude, du coup, une étude genre en amont des projets. Bon, si vous avez les capacités et la possibilité de le faire, c'est toujours mieux et ce sera vraiment bienvenu. Après, à ce stade où voilà, on demande juste à ce que l'organisation ait cette sensibilité et que elle, en tout cas, elle entame des mesures pour voilà, voir, faire une première étude, mais on ne demande pas un niveau très détaillé. C'est vraiment voilà, que chaque organisation, à son niveau, avec ses capacités, puisse inclure ces dimensions dans les différents projets. J'ai vu aussi une question sur, avec le contexte actuel en SRDC, est-ce qu'on donne des subventions aux organisations qui sont basées là-bas? Oui, enfin, les organisations basées en STRDT sont éligibles. Après, comme je le disais précédemment pendant la présentation, il faudra vraiment veiller à avoir un plan en fait de gestion des risques pour renforcer et vraiment mettre en sécurité le personnel et les bénéficiaires de sorte à ce que le projet soit le plus pertinent possible, enfin, de sorte à minimiser les risques en quelque sorte. Mais bien sûr, les projets seront éligibles. Oui, juste les dernières questions. Comment le PPI recommande-t-il de présenter les mécanismes de financement pérennes dans un projet? À ce stade, il s'agit juste de, encore une fois, hein, vous avez bien compris que le PPI cherche à financer des initiatives pour qu'elles perdurent, qu'elles aient une pérennité, notamment en étant ancrées localement. Euh, Et donc, l'idée, c'est d'avoir à ce stade de la concept note quelques éléments, mais c'est vraiment au moment de la rédaction du dossier complet où vous pourrez rentrer dans le détail de ce que vous sous-entendez par la pérennité et comment vous envisagez la pérennité des activités financées dans le cadre du projet. Et une réponse rapide, est-ce que les mairies peuvent postuler? Non, les établissements publics ne peuvent pas répondre. Euh, Ce sont uniquement les organisations de la société civile. Et si je crois que j'ai répondu à la thématique sur les ressources halieutiques en disant c'est une thématique qui est éligible sous réserve qu'elle concerne l'amélioration et la protection de la biodiversité menacée. Voilà, je suis désolé, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Je vous invite à vraiment, si vous le souhaitez, retourner sur la page de l'appel à projet de notre site internet pour avoir toutes les différentes informations. Je mets le lien ici. Et il me reste à vous remercier, sauf Marie, si tu as autre chose avant de clôturer, mais je vois qu'il est déjà midi 2. On dépasse légèrement. Non, c'est bon. Ouais.
Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation, pour votre engouement pour cet appel à proposition et pour toutes vos questions. On voit hein, et on pense qu'effectivement, on a essayé de répondre à la majorité des questions, mais on n'a pas pu répondre à toutes. Donc, on s'en excuse et merci beaucoup et on se réjouit de lire vos propositions. Merci à toutes et tous et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir.